Bonsoir, madame, monsieur, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Canal Algérie comme tous les lundis. Une problématique économique pour aujourd'hui. On va parler du pacte de croissance. Tous les acteurs de l'économie, les acteurs du développement se mettent d'accord pour suivre le même chemin afin de réaliser un seul et même objectif, la croissance et le développement. Tous les acteurs sont concernés, l'entreprise bien sûr, l'administration bien évidemment, l'université forcément. Alors, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord, à être tous sur la même longueur d'onde? Chacun agit de son côté, cette intersectorialité manque terriblement, constat unanime, la coordination des programmes, voilà un paramètre de notre problématique du jour. Une entreprise qui ne communique pas sur ses besoins et une université qui ne forme pas selon les besoins, on assiste à un cercle vicieux où c'est la faute à tous et à la fois à personne. L'entreprise justement, qu'elle soit publique ou privée, différence de taille, même si le gouvernement a promis récemment de combattre ce distinguo. On tentera également d'aborder ce soir ce point. La confiance avec l'administration, assez tendue cette relation malgré toute la volonté politique annoncée par les pouvoirs publics ces derniers temps. Si on a le temps à la fin, on parlera de la sous-traitance et l'apport qu'elle peut apporter. L'émission de ce soir est intitulée « Bâtir ensemble le pacte de croissance » et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi on a opté pour ce titre. Mes invités, Gérard Lambré, bonsoir, vous êtes directeur général de Sociade, vous êtes dans la formation et le conseil en entreprise et vous éditez un magazine très intéressant qui s'appelle le BIP, que voici, que voilà, et qu'on va vous présenter à la fin de notre débat de ce soir. Professeur Judy Merabet, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes ex-recteur de l'université de Bdjaïa. Vous allez un peu nous retracer votre expérience dans cette relation université-entreprise. Reda Allel, vous êtes le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Dahra à Mostaganem. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous en direct, en duplex depuis Oran. Alors le titre de l'émission de ce soir, Bâtir ensemble le pacte de croissance, m'a été inspiré par un événement que vous avez organisé il y a tout juste un mois à Mostaganem, justement, d'où un peu notre invitation ce soir. Alors messieurs, d'abord le reportage, comme chaque début d'émission, le pacte de croissance, comment le réaliser, quels sont les partenaires qui peuvent et qui doivent agir, et surtout comment assurer cette cohésion pour réaliser le même objectif. Aujourd'hui on parle des banques qui doivent être plus fluides, on parle d'une nécessité de repenser carrément l'économie nationale, comme cette question d'en finir avec les subventions. Le commentaire ce soir de Bouchra Bouali. Relancer l'économie algérienne, c'est là l'objectif du pacte de croissance instauré par le gouvernement Sellel qui vise entre autres à booster l'investissement et la production nationale. Pour cela, le gouvernement en place a misé, outre la fluidité de la gestion bancaire, sur la relance du crédit à la consommation, un pari raisonnable, nous disent les spécialistes, même en l'absence d'une production 100% nationale. Nous avons un embryon économique, nous avons un petit tissu économique qu'il faut préserver, qu'il faut conforter grâce à une politique, il faut le dire, préférentielle, c'est-à-dire qui accorde de la préférence, n'est-ce pas, aux capacités nationales. On ne décrète pas le crédit à la consommation, n'est-ce pas, pour encourager l'importation de produits étrangers. Mais bien sûr qu'il faut utiliser tous les ingrédients pour conforter la croissance économique. Parce que la croissance en Algérie, c'est une croissance molle, c'est une croissance malsaine parce qu'elle est tirée exclusivement par la dépense publique et non pas par les secteurs producteurs de richesse, comme l'agriculture ou l'industrie ou le tourisme. De l'avis des experts, il est donc impératif de repenser l'économie nationale, d'avoir une nouvelle conception de l'économie en tenant compte des nouvelles mutations socio-économiques. Construire une économie, c'est quoi? C'est faire preuve d'imagination, c'est avoir une politique économique et financière, n'est-ce pas, adaptée aux objectifs que nous voulons atteindre. Or, il y a un décalage énorme entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie ne progresse pas au rythme voulu, c'est-à-dire selon ses potentialités. Pour une économie plus performante, il faut donc réunir toutes les conditions nécessaires, mais surtout s'attaquer aux vrais problèmes qui entravent la croissance économique.
À quoi peut servir un pacte social dans ces conditions si on ne s'attaque pas au véritable problème du pays? C'est-à-dire cette politique de subvention tous azimuts, qui concerne à la fois les produits de première nécessité, ainsi que la mise sous perfusion de pans entiers de l'économie nationale. Par exemple, l'eau est subventionnée, l'électricité est subventionnée, le logement est subventionné, l'éducation est subventionnée, tout est subventionné. Il faut arrêter les subventions. Mais évidemment, il faut avoir une autre politique. Aucun pays au monde ne fait cela. Il n'y a que l'Algérie. Et on fait cela pour avoir la paix sociale. Mais je suis désolé, c'est une manière de faire reculer les échéances, mais un jour ou l'autre, nous serons au rendez-vous fatidique, et à ce moment-là, nous n'aurons peut-être pas, disons, la manne pétrolière pour nous aider à nous en sortir. C'est pourquoi il faut s'armer dès maintenant en adoptant une politique budgétaire moins restrictive, en ayant une meilleure gestion du foncier industriel et en s'attaquant à la concurrence déloyale de l'économie informelle. Alors, messieurs, j'aimerais tout d'abord faire un rapide tour de table sur ce concept de pacte de croissance. Certains préfèrent parler de pacte social. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clair dans la tête de tous les acteurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient recteurs d'université, qu'ils soient professeurs, est-ce que c'est un concept qui est clair ou pas encore? Gérard Lambré. Je pense que le concept est clair. Sa mise en œuvre et ce que l'on entend par là, c'est déjà un peu plus compliqué. Je pense que dans le mot pacte de croissance, la croissance, ça sera plus facile que la notion de pacte, parce que... C'est le mot pacte qui dérange à votre avis? C'est pas que ça dérange, mais il faut que ça corresponde à une réalité. Or aujourd'hui, je sens pas les éléments d'un pacte, parce que le comportement de l'individu économique algérien est très très individualiste. D'ailleurs, le comportement du citoyen, enfin dans beaucoup de choses. Pour moi, le pacte, c'est un peu comme le pacte de rugby. Il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Or aujourd'hui, moi, je ressens pas ça. Judé Merabet. Moi, je pense que le pacte en lui-même est une idée très généreuse. Et pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un environnement urbanisé à cet effet. Et il faut aussi que ce soit un vrai consensus entre les différents acteurs, les différents partenaires, les organismes patronaux. Et je pense aussi que c'est un projet qui ne peut pas émaner d'un seul secteur. C'est une œuvre à responsabilité partagée entre les différents acteurs. C'est pour cela que on ne peut pas décréter une croissance. On lui crée des conditions et un environnement nécessaire. Par exemple, l'assainissement de l'environnement des affaires, qui suppose l'adhésion de l'État, de l'administration, les banques, la mise à disposition du foncier, et ainsi de suite. Voilà ma perception du pacte. Et c'est tout le monde qui est concerné par l'urbanisation de ce pacte de croissance. Alors je poursuis mon tour de table avec bien sûr Reda Allel qui se trouve depuis Oran en duplex avec nous. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui ce concept est assez clair? Vous qui justement avez organisé il y a tout juste un mois toute une conférence, tout un séminaire sur bâtir ensemble le pacte de croissance. Bonsoir Ahmed. Donc en effet, il y a juste un mois, le 28 février, nous avons organisé au niveau de Mostaganem une grande rencontre régionale sous le thème Bâtir ensemble le pacte de croissance. Sur cette rencontre, nous avons essayé de mettre l'accent sur cet enjeu nécessaire, ultime, qu'il va falloir faire partager avec l'ensemble des acteurs de la scène économique de notre pays. Et en effet, pour bâtir ce pacte de croissance, il faut absolument l'implication de l'ensemble, que ce soit du gouvernement, qui est bien conscient de ces enjeux, mais aussi des opérateurs économiques qui, malheureusement, souffrent de cette rupture de confiance actuellement, qu'il est urgent de replacer, de
faire renaître chez les opérateurs économiques et les citoyens. Donc il y a cette nécessité absolue de rebâtir cette confiance, je dirais même à l'échelle plus large, gouvernant-gouverné, pour réellement essayer un peu de contribuer sur cette construction du pacte de croissance. La situation est ce qu'elle est, le constat est ce qu'il est. Aujourd'hui, si on venait à essayer un peu de faire un état des lieux, quelles sont, à votre avis, les entraves les plus importantes à lever rapidement pour justement que tout le monde puisse se mettre d'accord afin de bâtir un pacte de croissance? L'économie Salah Moubi qu'on vient de voir dans le reportage parlait par exemple des banques qui doivent un peu revoir un peu leur mode de gouvernance aujourd'hui. Gérard Landry. Oui, je crois qu'on peut dire beaucoup de choses sur les banques. On sait qu'elles ont de l'argent, qu'elles ont du mal à en prêter. Mais je trouve qu'on est là typiquement dans un des paradoxes qu'on a en Algérie. On a des chefs d'entreprise qui se plaignent de ne pas obtenir de crédit, mais qui amènent aux banques des bilans qui n'ont aucun sens. Tout le monde, on le voit, moi j'interviens beaucoup dans la mise à niveau des entreprises. Les bilans qu'on a entre les mains, c'est risible. Donc, moi je dis souvent à mes clients, comment voulez-vous qu'une banque vous prête quand vous lui amenez des bilans comme ça? Quand une banque prête, elle veut savoir si l'entreprise a capacité à rembourser son emprunt. Or, sur les bilans qui sont présentés, ça n'est pas du tout évident. Donc, je crois que je disais tout à l'heure, professeur Mirabet, que souvent en Algérie, on trouve des situations un peu schizophréniques, c'est-à-dire que on dit tout, le contraire de tout, on se met dans une situation, on fait le contraire, etc. Et dans beaucoup de domaines, moi je parle ici en tant qu'opérateur économique algérien, mais moi je trouve qu'on peut pas jeter la pierre aux banques d'une manière aussi simpliste que ça, parce que c'est un ensemble. Alors, pour le reste, on peut dire la lenteur des décisions, enfin bon, tout un tas d'épiphénomènes qui compliquent le crédit bancaire. Mais moi, je trouve qu'au départ, déjà, il faudrait que tout le monde se mette dans un ordre de marche national, c'est-à-dire qu'on recherche l'intérêt national. Or, on est toujours ici à la recherche de l'intérêt particulier. Oui. Les Mirabet, les entraves, à votre avis, les plus importantes à lever? Oui, je crois que la confiance. Avec l'administration, en l'occurrence? Non, c'est tout l'environnement, l'évolution de tout le milieu qu'il faut rebâtir. Et je pense sincèrement que la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat sont les trois maillons en amont de toute chaîne conduisant au décollage économique. Pour moi, c'est très très important. Le plus difficile reste la mise en place de cette plateforme de changement qui doit reposer sur ces trois piliers. Et en plus, changer le comportement des gens, vaincre les résistances passées, parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons des jeunes, nous avons des comportements, tout baigne dans une culture d'assistanat. Comment passer de cette culture d'assistanat à une culture de création et d'innovation? C'est ça, il nous faut des idées originales. Donc il faut des combinaisons nouvelles. Et en fait, il faut de l'innovation. Voilà. Et là, il faut un grand travail de sensibilisation, d'explication, de réseau de compétences, de mutualisation de compétences. Donc, il faut revoir toute la carte. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait dans la dynamique de formation supérieure, exactement, plaide en faveur de ces changements, et c'est pour ça que je reste un peu, je dirais, optimiste. Le problème ne se réduit pas seulement au comportement des banques Alors, on va pas stigmatiser et dire c'est la faute à X ou à Y, mais on va dire qu'il y a un problème d'intersectorialité, que voilà, que les secteurs concernés, les différents secteurs concernés dans ce fameux pacte de croissance n'arrivent pas à se mettre autour d'une même table, à se mettre d'accord et à choisir un cap unique, un seul et même objectif. Alors, pour créer cette synergie, il faudrait quoi finalement maintenant? Il faut faire réunir les acteurs
Déjà, il faut les réunir. Oui, il faut les identifier, les faire réunir, les travailler ensemble, les faire travailler ensemble, et il ne faut pas penser... Et pourtant, il y a des tripartites assez souvent. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer une croissance si l'industrie du pays n'est pas une industrie forte, par exemple. Mais c'est pas seulement le secteur de l'industrie qui doit élaborer, faire tout ce pacte de croissance. C'est tous les secteurs. Chacun doit travailler, mettre en place une stratégie qui, une fois élaborée, va permettre à tout le monde de se mettre à table, de fertiliser et de faire sortir un pacte dans lequel tous les acteurs, tous les partenaires vont se mettre d'accord pour faire l'application. Et après, ça devient un travail d'experts qui vont mettre sur le terrain. Gérard Lambré, cette synergie? Oui, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je suis pas tellement dans la macroéconomie. Moi je dis souvent à mes collaborateurs, en parodiant Kennedy, arrêtez de vous demander ce que l'Algérie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Et moi je crois beaucoup la politique des petits pas. On essaye de montrer dans le BIP qu'en Algérie, il y a des entreprises qui travaillent aux normes internationales, qui réussissent, alors que plein d'autres disent on n'y arrive pas parce que la bureaucratie, parce que les ressources humaines, parce que ceci, parce que cela. Mais il y en a qui y arrivent. Donc que déjà chacun se prenne en main et dise je vais faire les efforts. Bien sûr qu'il y a des contraintes, qu'il y a le manque de confiance, que ceci. Bon, on peut passer ces journées à donner de bonnes raisons pour dire qu'on ne va pas avancer. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 9 ans, j'ai quand même vu beaucoup de choses changer en Algérie. Alors, vous êtes installé en Algérie depuis 2004, c'est ça? Depuis 2004, oui. J'ai vu beaucoup de choses changer. J'ai vécu le parcours d'un chef d'entreprise algérien. J'ai eu les mêmes problèmes pour créer ma société, pour les recours à la banque. Bon, je connais tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'on y arrive. Donc, je crois qu'il faut... moi, je crois que c'est plutôt une question d'état d'esprit, de dynamisme, de dire... On cherche pas des excuses, on avance. Moi, je fais un petit pas, l'autre, il fait un petit pas. Et si tout le monde va dans ce petit pas, ça sera une pression pour que la confiance revienne. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas adhérer au programme de mise à niveau parce qu'elles n'ont pas confiance dans les structures de l'État. Bon, et pourtant, l'État, il met 400 milliards de dinars pour les aider. C'est déjà un geste significatif, mais il y en a beaucoup, pour le moment c'est un échec en termes quantitatifs, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas confiance. Donc moi je suis partisan de dire que chacun déjà fasse ce qu'il a à faire. Un petit effort de son côté. Un petit effort. Alors après, si on pouvait faire, comme a proposé le président Hollande en France, un choc de simplification, je pense qu'en Algérie, on trouverait matière à simplifier beaucoup de choses aussi, et je pense que pour les chefs d'entreprise, ça serait une bonne chose. Mais douga douga. Douga douga. Alors, Reda Allel, j'aimerais avoir votre réaction également à propos de cette intersectorialité qui manque et à comment finalement créer cette synergie, avant de vous poser une question concrète concernant votre CCI. Oui, en effet, donc, ce qu'on constate sur la scène économique, c'est qu'il y a une multitude d'organisations patronales, de confédérations, d'associations qui sont des institutions satellitaires ou qui manquent crucialement, d'une manière cruciale, de synergie, de coordination. Nous-mêmes, en tant qu'institution intermédiaire au niveau des chambres de commerce, nous manquons terriblement de cette coordination qui est nécessaire pour mieux accompagner nos opérateurs et les aider à affronter le marché économique dans les meilleures conditions. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'échelle nationale. Intéressons-nous à l'échelle régionale et justement à l'ouest, à l'Oranie. Alors, vous, en tant que chambre de commerce et d'industrie du Dahra à Mostar, je présume que vous avez également un manque de coordination avec les autres chambres de commerce et d'industrie, que ce soit de votre région ou même du centre ou de l'est. Aussi le Sud, mais aussi avec la CACI, la Chambre de commerce et d'industrie, avec le ministère du Commerce, avec la tutelle. Comment ça se passe concrètement? Puisque déjà, à votre niveau, il y a fort à faire, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire.
En effet, le réseau des chambres de commerce algériennes, si on peut appeler ça réseau, donc il a souffert de plusieurs entraves depuis l'existence de ces institutions, qui sont pourtant des institutions millénaires et qui existent à travers le monde entier. Malheureusement, donc dans notre pays, il n'y a pas eu cette reconnaissance de nos organisations et on est passé en 2007 de 28 chambres de commerce régionales à 48 chambres de commerce, c'est-à-dire une chambre de commerce par wilaya. Cependant, cette nouvelle réorganisation n'a pas été malheureusement accompagnée d'une structure de coordination. Et nous voyons à travers l'ensemble des autres pays que la force de nos institutions, des chambres consulaires, elles puisent de leur réseau qui malheureusement il manque de coordination dans notre pays. Donc ce on fait appel, on essaie un peu à notre niveau, au niveau de mes collègues, aussi des directeurs de chambres de commerce, de faire attirer l'attention de notre tutelle, le ministère du Commerce, pour réactiver, pour mettre en place un véritable réseau consulaire, que l'on puisse travailler en synergie et en complémentarité. Alors, Reda Hallel, votre rôle aujourd'hui en tant que chambre de commerce et d'industrie, vous devez identifier les partenaires, vous devez assister les entrepreneurs, vous devez décrire le climat des affaires dans la région, vous devez organiser des événements comme des foires, comme des séminaires, etc. Alors, j'imagine que c'est pas évident de faire tout cela à la fois. Est-ce qu'à votre avis, si on vous donne les moyens en tant que chambre de commerce et d'industrie d'organiser tout cela à la fois, est-ce que, à votre avis, vous pouvez créer, j'ai envie de dire, ce dynamisme ou cette dynamique qui va insuffler une dynamique à l'échelle nationale? En effet, bien sûr, si malheureusement on n'est pas bien outillé pour accomplir à même notre mission. Mais si on nous avait donné les moyens nécessaires, et notamment en matière de compétences, de formation, de moyens financiers, il est bien évident que l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie à travers les 48 wilayas pourraient jouer leur véritable rôle de renforcement de l'économie, d'animation de l'économie locale, d'interface entre les opérateurs économiques et les institutions gouvernementales, de porte-parole des chefs d'entreprise et offrir à leurs affiliés une véritable boîte à outils pour qu'ils puissent puiser de ces ressources pour développer, booster leur activité économique. Gérard Lambré, vous pensez que une CCI aujourd'hui peut jouer ce rôle de catalyseur? Mais je trouve que, bon, j'en profite pour saluer Reda Hallel, que je connais bien. Je trouve qu'il est un bon exemple de ce que je disais avant. Je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut sur les chambres de commerce, elles sont vétustes, elles sont pas coordonnées, etc. Mais il est l'exemple vivant que quand quelqu'un veut prendre le problème à bras-le-corps, il y réussit. La chambre de commerce de Mostar, c'est un exemple, il se passe toujours quelque chose. Moi, je suis inondé en permanence de mails, il est sur Facebook, il fait des choses, il contacte les gens. Mais ça tient plus à Reda Hallel qu'à l'institution. Vous voulez dire que s'il y avait quelqu'un d'autre à sa place, peut-être que ça n'aurait pas été aussi dynamique. Je l'ai connu quand il était à Tlemcen, c'était déjà la même chose. Et je pense que s'il allait, je sais pas où, ça serait toujours la même chose, parce que ça relève de l'individu. Moi, je pense que on a des structures en Algérie qui font que si l'individu est bon, ça marche bien. S'il s'en va et qu'il est mal remplacé, bah, tout ce qu'il a fait va tomber par terre, parce que c'est pas le système qui est solide. C'est l'individu qui, malgré un système qui est ce qu'il est, arrive à dire bah, moi je vais y arriver. Alors, Judy Merabet, je vais aborder maintenant un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de cette relation université-entreprise. Vous avez été pendant 12 années recteur de l'université de Bdjaïa et vous avez, on va dire, vous êtes un exemple concret, c'est pour ça d'ailleurs, soyons honnêtes, c'est pour cette raison que je vous ai invité, vous avez assuré cette synergie entre l'université et l'entreprise. Vous avez tout simplement adapté les besoins des entreprises de Béjaïa, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, notamment dans le secteur agroalimentaire, aux demandes de l'université. Donc il y a eu finalement cette synergie. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on n'arrive pas à généraliser le cas de Béjaïa partout en Algérie? Non, je crois que c'est pas qu'on n'arrive pas à généraliser le cas de Béjaïa
à travers tout le pays. Mais vous savez très bien aussi que le secteur de l'enseignement supérieur était en pleine réforme. Et l'architecture des enseignements a changé qu'en 2004, donc ça fait pas longtemps. Et nous avons adapté toute une nouvelle vision sur notre façon de travailler. C'est vrai que... Comment vous expliquez votre succès? Allez, pourquoi ça a bien marché? Non, c'est vrai qu'à Béjaïa, nous avons évalué notre établissement et nous avons vu les points forts et nous avons vu les points faibles. Nous avons essayé de renforcer les points forts comme étant un avantage concurrentiel. Je dis bien avantage concurrentiel. Et nous avons essayé d'atténuer le degré d'influence des points forts sur notre vision. Mais après tout, nous avons construit la vision. Parce que à Béjaïa, l'équipe dirigeante croit en la notion de développement par projet. Et pour nous, un projet, c'est une vision, c'est une volonté et c'est une urgence. Donc cette vision a été urbanisée autour de réformes et on a pris la nouvelle architecture des enseignements, donc on a beaucoup investi sur les nouveaux métiers. Et c'est des métiers qui sont créateurs de richesse, enfin créateurs d'emplois, d'insertion professionnelle, parce que on était convaincus que la mission de l'université, c'était la production de la connaissance, sa conservation, sa transmission, c'est les trois missions traditionnelles, mais aussi l'insertion professionnelle des diplômés. Et c'est dans cette dynamique que nous avons inscrit donc le partenariat université-entreprise comme étant une des préoccupations majeures de l'université, vu notre engagement dans cette réforme. Et nous avons évalué pas par pas le degré de notre avancement, et ça n'a pas été facile, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut passer d'une culture quand même d'assistanat de plusieurs années et vers une autre vision, une autre façon de voir, autrement, apprendre autrement, l'apprentissage qui est la pierre angulaire de tout ce dispositif. Et donc nous avons commencé par la mise en place d'un club université-entreprise. C'était très très simple. Et ce club a travaillé pendant une année, il a été évalué, c'était l'échec, ça n'avançait pas. On s'est posé la question, pourquoi? Parce que tout est gratuit. Parce que d'un côté on considère l'entreprise comme étant une organisation de charité, de l'autre, on considérait l'université comme étant une agence sociale. Alors on est bien d'accord, université, entreprise publique et privée. Absolument, absolument. Nous, il n'y a aucune différence. Il y a des managers des deux côtés et des gens qui sont convaincus. Mais c'est des gens qui ont comme objectif leur intérêt, l'intérêt de leur organisation, de leur entreprise et comme aussi l'intérêt de l'université. Donc, on est passé à un second niveau. C'était celui que c'est comme ce genre de pacte au fait, parce qu'est-ce qu'on a fait? On a fait réunir tous les acteurs et on leur a posé le problème et on leur a demandé de trouver la solution. Donc il y a les entreprises de la région, il y a les enseignants-chercheurs qui sont la colonne vertébrale de tout le système, il y a les étudiants et ainsi de suite. Et tous les acteurs réunis, on avait mis en place ce qu'on appelait, nous, un forum université-entreprise. Et c'est ce université monde productif. Ce forum a été le premier pas. Donc il nous a permis de faire le diagnostic, de faire l'évaluation, de voir les points forts, etc., etc. Et puis maintenant, nous faisons on a fait une autre projection, c'est d'y aller vers le centre d'innovation et de transfert de la technologie. Et ces centres-là, en collaboration avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, et ce sont c'est la véritable passerelle entre l'université et... Alors je reviens là, ça a quand même bien marché à Béjaïa, il faut le dire. Est-ce que c'est parce que le monde de l'entreprise est assez évolué avec toutes les entreprises en agroalimentaire qui existent dans la région, ou c'est parce que, on va dire, une ténacité de la part de ceux qui chapeautaient comment vous expliquez cette réussite? Cette réussite est uniquement due à l'intérêt des uns et des autres, c'est-à-dire à une dynamique de gagnant-gagnant. Vous voyez? Chacun tire profit. Absolument. Alors, si l'entreprise ne gagne rien, l'université ne gagne rien, la relation sera nulle. Votre avis sur cette approche université-entreprise qui manque terriblement à l'Algérie, Charles André? Elle est excellente. Moi, j'ai un cas à Oran où une entreprise de Tlemcen
a bâti un programme de master pour l'université, programme qui était financé par une entreprise privée. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Hein. C'est clair que monsieur me disait tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre diplôme et métier. Et c'est vrai que c'est un des gros problèmes aujourd'hui. Il y a des tas de gens diplômés, mais qui ne savent rien faire. Donc si on ne fait pas cette passerelle avec le monde de l'entreprise, on ne trouvera jamais les ressources humaines dont l'entreprise a besoin. Donc je crois, moi j'applaudis les deux mains, même des trois si j'en avais trois. Reda Hallel, depuis Oran, comment ça se passe concrètement avec l'université de Mostaganem? Vous, en tant que CCI, Chambre de commerce et d'industrie, vous faites des demandes à l'université, cette dernière vous propose des formations. Comment se passe cette relation entre les deux? Je crois que c'est une relation qui est en phase de construction, parce que là on aborde un nouveau système qui est beaucoup plus flexible, le système LMD, où l'université elle est en attente de la demande des entreprises. Mais malheureusement, les entreprises ne savent pas exprimer leurs véritables besoins. Ils ne savent pas exprimer en termes de besoins de compétences ce qu'ils nécessitent en matière de former, d'employer. Donc c'est là où on peut intervenir en tant qu'organisme intermédiaire, en tant qu'interface, pour essayer de traduire ces besoins et les transmettre à l'université et de jouer cette passerelle. Mais il y a des exemples où il y a eu un effort indéniable. Je citerai par exemple l'exemple de Tlemcen que je connais bien, où il y a eu la création du BLE. C'est le bureau de liaison université-entreprise, qui est animé par une équipe très dynamique et volontaire d'universitaires qui ne cesse de multiplier leur effort pour multiplier les actions vers le milieu entrepreneurial. Parce que là, il faut comprendre une chose, c'est que je dirais que les universitaires, pour qu'on puisse construire cette passerelle, il ne faut pas que les universitaires restent dans leur tour d'ivoire. Il faut d'abord que les universitaires puissent adapter leur langage et aller vers les entreprises. Malheureusement, le pas doit être fait de la part des universitaires. Et je salue au passage le professeur Judé Marabet, dont j'ai eu beaucoup d'échos favorables pour ce qu'il a fait à Bjaya. Et je crois des exemples comme ça, comme les exemples qui sont faits à l'université de Béjaïa, ou l'université de Tlemcen, ou l'université de Babzoa, qui travaillent actuellement énormément sur l'approche du développement de l'esprit entrepreneurial, sont des approches qui sont à multiplier, à essaimer à travers l'ensemble de nos universités. Judé Marabet, c'est à vous, comme vient de dire Reda Hallel, de faire le premier pas. C'est plutôt à l'entreprise de faire un peu connaître ses besoins. Comment ça doit se passer concrètement? Rapidement, on peut passer à autre chose. Non, il faut dire que l'expérience de Bjaya, de Tlemcen et je dirais même de Mostaganem aujourd'hui, qui est en train de faire un bon travail, et avec une équipe très dynamique, c'est pas une expérience isolée. Et Bjaya, Tlemcen et Constantine, je crois, nous sommes, je dirais, leaders dans la démarche, parce qu'on faisait partie du premier groupe d'universités qui ont mis en place le dispositif LMD, et nous avons travaillé, aujourd'hui nous avons un programme européen, donc Tempus financé, dans cette dynamique d'insertion professionnelle des diplômés d'université. Et ce projet financé, aujourd'hui il est à sa phase finale, et ce qui nous a permis de mettre ces bureaux de liaison université-entreprise un peu partout dans nos universités, et qui nous a permis quand même de faire l'échange des bonnes pratiques. Voilà l'essentiel. Et il faut dire que ce problème aujourd'hui va devenir un des critères d'évaluation d'université exactement. Très bien. Alors, Gérard Landré, j'aimerais vous faire réagir sur le monde de l'entreprise, parce que vous faites du conseil dans ce créneau justement, vous faites du conseil et de la formation. L'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, alors peut-être qu'ailleurs ça n'a aucun sens, mais chez nous, ça a tout son sens. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même avait déclaré la dernière fois, lors d'une tripartite, toute la bonne volonté des pouvoirs publics d'en finir définitivement avec ce distinguo. Alors, est-ce qu'à votre avis, et c'est d'ailleurs l'une des 50 propositions du FCE, du Forum des chefs d'entreprise pour en finir, est-ce qu'à votre avis, pour bâtir justement ce pacte de croissance, il faut arrêter de faire la différence entre les deux, entre le public et le privé? Il faudrait, mais il y en a. On ne peut pas nier les différences. Si vous prenez la formation, par exemple,
l'essentiel de nos clients, c'est des entreprises publiques qui investissent massivement dans la formation. Dans le privé, il y en a, mais c'est moins le conseil. C'est l'inverse. Vous pouvez pas faire de conseil dans le public parce que vous avez des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec la bonne gouvernance ou des principes qu'on peut mettre en place. Moi, je ne fais jamais de conseil. Je réponds même pas aux appels d'offres pour le public. Alors que vous savez pertinemment que c'est voué à l'échec dès le début. Puis que ça servira à rien. Je veux dire, il faut que l'argent il soit utilisé de manière efficace. Alors que dans le privé, moi, je suis arrivé en Algérie, le conseil, ça n'existait pas. Je voulais faire du conseil au départ. Les gens voulaient bien recevoir un conseil, mais pas le payer et pas laisser un étranger, pas au sens gaouri, mais au sens extérieur à la famille, pénétrer les secrets de l'entreprise. Ça a beaucoup changé. Beaucoup d'entreprises s'ouvrent au conseil. Il y a des entreprises comme une grosse entreprise qui distribue des crayons, des cahiers, etc., qui a 4 ou 5 conseils selon les métiers. Donc, moi, j'ai vu changer beaucoup de choses dans ce domaine. L'entreprise privée est ouverte au conseil. Alors, moi, je cherche pas à faire de différence entre le public et le privé. J'ai toujours bien travaillé avec les deux, mais pas dans tous les domaines. Je dis Mrabet. Moi, je pense que vous qui avez eu affaire à des entreprises aussi bien publiques que privées. Nous avons travaillé avec des entreprises privées et des entreprises publiques. Et au fond, il y a un style de management peut-être qui est différent. Il y a un mode de fonctionnement administratif qui diffère. C'est vrai, mais au fond, il y a un problème de fond qui est posé. C'est, je disais, libérer, moderniser, démocratiser. Hein, c'est le LMD. Libérer, moderniser, démocratiser. Et responsabiliser après. Et évaluer. C'est ça, les verbes qu'il faut conjuguer et qu'il faut rendre forts. Moi, on a vécu des expériences extraordinaires dans le domaine de l'agroalimentaire avec l'entreprise Général Emballage d'Argou où ça a fonctionné d'une façon extraordinaire. Imaginez nos étudiants aujourd'hui de master au nombre de 45 reçoivent une bourse d'entreprise équivalente à 18 000 dinars par étudiant et par mois pendant les 2 années de formation de master, plus un contrat de recrutement en fin à l'obtention du diplôme. Imaginez une entreprise comme ça qui s'engage à l'ouverture d'une offre de formation emballage et qualité au niveau de licence pro, et que les étudiants retenus dans le cadre de cette licence qui sont en nombre de 30 vont recevoir un salaire, une bourse aussi de cette entreprise de 18 000 dinars par étudiant et par mois durant toute leur durée de formation et sur 5 ans, s'il vous plaît. Voilà une entreprise citoyenne, une entreprise qui y croit et qui va de l'avant. C'est une entreprise qui joue gagnant. Voilà, et on a eu des exemples similaires, mais difficilement à mettre en place avec le secteur public, parce que il y a un problème d'autonomie. C'est pour cela que la vision doit être urbanisée exactement autour de libérer les gens, de leur permettre d'être autonomes et enfin de les responsabiliser pour pouvoir les évaluer et y aller de l'avant et les laisser prendre la décision. C'est très important pour mettre en place demain un pacte de croissance pour notre pays. Reda Allel, vous avez également ce genre de soucis à Mostaganem ? Mostaganem, le tissu économique, je dirais, n'est pas aussi puissant que les grandes villes comme Béjaïa ou Alger ou Oran. Ce qu'on remarque, c'est que nous avons d'une part des entreprises publiques qui souffrent de cette flexibilité de décision, donc avec ce mode de management assez lourd, qui est conditionné par l'aval du conseil d'administration ou des holdings. Donc on a une réponse qui est très lente. Et de l'autre part, des entreprises privées qui sont très souvent des petites, ou à savoir même de très petites entreprises, où on remarque que c'est des entreprises familiales, et le premier responsable de cette entreprise est un peu, entre guillemets, au four et au moulin. Donc il peine à prendre des décisions à moyen ou à long terme. D'accord. Alors, je vais également m'intéresser davantage à votre CCI, à votre Chambre de commerce et d'industrie. Récemment, le ministre du Commerce vous a réunis en même titre que vos homologues des autres CCI et on vous a tout simplement demandé d'augmenter le taux d'intégration des opérateurs économiques qui ne dépasse pas 3%. Il n'y a vraiment pas
pas de quoi être fier de ce chiffre. Alors, on vous demande d'appeler les opérateurs à adhérer plus au CCI. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette frilosité de la part des opérateurs économiques? Pourquoi ils ne veulent pas adhérer aux chambres de commerce et d'industrie? Vaste domaine. Donc ça c'est, je dirais, c'est une question cruciale. Tout d'abord, je reviendrai un peu sur la remarque qu'a dit mon ami Gérard Lambré sur cette volonté des directeurs de chambres de commerce à aller de l'avant et à animer ces institutions. Donc nous avons, nous en tant que directeurs de chambres de commerce, d'abord cette responsabilité de faire revivre ces institutions, de les remettre sur la scène économique et de jouer réellement notre véritable rôle de levier territorial. Donc, je dirais que la première responsabilité nous incombe, nous, en tant que premier manager de ces institutions. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse travailler, qu'on puisse multiplier nos efforts, qu'on puisse multiplier nos services en direction des entreprises, qu'on puisse se rapprocher des entrepreneurs, c'est aller carrément chez eux et vulgariser le rôle et les missions des chambres de commerce qui sont multiples. C'est pour cela, c'est avec ça qu'on pourra rétablir cette confiance en ces institutions et je dirais ouvrir les portes et avoir beaucoup plus d'affiliés et d'adhérents aux chambres de commerce. Et cette frilosité, comment vous l'expliquez, Reda Allel? Il y a une crise de confiance avec l'administration, ces opérateurs ne souhaitent pas être identifiés au sein d'une structure comme la vôtre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Par exemple, les opérateurs, les entreprises privées qui existent à Mostaganem, si vous allez vers elles et vous essayez un peu de les intégrer dans votre organisme, afin qu'il y ait cette démarche, afin qu'il y ait cette croissance justement à l'échelle régionale puis à l'échelle nationale. Pourquoi, à votre avis, ils refusent de venir avec vous? Je ne crois pas qu'il y ait une frilosité ou un refus des opérateurs économiques à rejoindre ces institutions, bien au contraire. Les opérateurs économiques ont un besoin criant d'avoir des institutions d'accompagnement. Et nous avons la chance d'être une institution publique qui à la fois regroupe les 4 secteurs d'activité, ça veut dire l'ensemble des détenteurs de registres de commerce, qu'ils soient industrie, BTPH, services ou commerce. Donc nous brassons très large. Nous regroupons l'ensemble de ces secteurs et nous agissons, je dirais même, nous avons même aussi une fonction de service public pour le développement de notre économie. Donc le problème, ce n'est pas un problème de frilosité, mais c'est un problème de compréhension des missions des chambres consulaires. Nous avons la nécessité de multiplier nos efforts et de vulgariser les missions et les rôles des chambres de commerce. Votre réaction, peut-être, Gérard Lambré, notamment sur ce taux d'intégration qui n'excède pas les 3%. C'est pas un domaine que je connais particulièrement même, mais ce que j'ai constaté, c'est que, comme le rappelait Reda, dans les chambres de commerce, il y a commerce et industrie. Et dans certaines villes que je n'aimerais pas, j'ai vu que des industriels n'y allaient pas parce que c'est les commerçants qui ont pris la présidence de la chambre. Je l'ai rencontré dans d'autres... donc c'est un problème de leadership un peu. Voilà, je crois qu'il y a des... Enfin, je vous dis bien, je connais pas bien ce sujet, je vous dis des choses que j'ai vues, et je pense, mais ça rejoint ce que dit Reda, sur la définition claire des différentes missions. Et je pense que certains ne les perçoivent pas tous. Et la relation avec l'administration, elle a sa part de responsabilité dans cette histoire. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Chacun, on a l'impression, attend que l'autre fasse le premier pas. Je dis Malabat. Je crois qu'il y a un vrai problème. Et ce problème, à mon sens, c'est une question d'organisation et c'est une question de compétence. Le jour où on va arriver à résoudre ce problème d'organisation d'une façon sérieuse, avec, je dirais, un système de gouvernance où les principaux éléments le constituant connus, clairs, mis sur la table, et le jour où on va valoriser le travail, lui donner le sens, je crois que ce jour-là, la confiance va revenir. Et c'est ça. Mais maintenant, le reste, c'est un jeu d'intérêt. Je viens intégrer telle ou telle chose, ça me rapporte quoi?
qu'est-ce que ça va me rapporter, et ainsi de suite. Voilà, et c'est pas seulement valable pour les chambres, c'est, je crois, dans tous les domaines, dans toutes les structures, dans la relation université-entreprise, etc. Il faut maintenant agir, il faut convaincre. Voilà, il faut utiliser la force du verbe, il faut travailler, il faut y aller, il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut avoir les moyens pour le faire aussi, et ça peut marcher. D'accord. Alors, j'aimerais aborder le point de la sous-traitance, puisque le temps nous le permet ce soir. Ça manque terriblement dans notre pays. Il y a même des grandes multinationales qui ont refusé de s'installer en Algérie parce que, justement, ce réseau de sous-traitance est absent, et en l'absence d'un réseau pareil, la multinationale, ça ne l'intéresse pas un peu d'investir Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec des projets comme Renault dans l'Oranie, et on va vous entendre là-dessus, Reda Hallel, puisque vous êtes au premier plan concerné, est-ce que avec des projets pareils, on va dire les choses risquent de bouger, la dynamique risque d'être enclenchée? Gérard Lambré. C'est clair qu'une bonne sous-traitance, c'est totalement nécessaire à la croissance, parce que on voit bien dans le domaine de la maintenance, par exemple, en Algérie, il y a un déficit dramatique. Il y a des machines qui ne sont pas réparées. Donc, si on n'a pas ce préalable qui existe dans toute économie en croissance, ça sera difficile d'avancer. Et c'est vrai que c'est un frein aujourd'hui à l'investissement. Judith Brabat. Je crois ici aussi qu'il faut ajouter autre chose. La formation professionnelle, la professionnalisation de la formation, former des compétences dans tous ces domaines, et je dirais des locaux, ça peut plaider en faveur de la sous-traitance. Il faut dire que pas mal de domaines aujourd'hui, même dans le cadre de la formation supérieure, combien il y a par exemple les secteurs des sciences de la santé qui sont aujourd'hui un véritable gisement d'insertion et de recrutement. Mais quand on voit la réalité du terrain, il y a des soucis. Donc sous-traitance pour la croissance, oui. Mais est-ce que nous sommes outillés? Est-ce que l'environnement est aussi urbanisé autour de la dynamique de la sous-traitance? Les questions sont posées. Reda Hallel, je présume que vous avez du pain sur la planche. La zone industrielle de Tlilette n'est pas très loin de Mostar, et on parle de la première voiture sortie d'usine en 2014. C'est vraiment un échéancier très proche. Vous avez du pain sur la planche pour développer justement les compétences. Alors c'est pour ça nous essayons un peu d'accompagner nos entrepreneurs et nos investisseurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans cette offre de sous-traitance pour la future usine Renault. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec la bourse de sous-traitance pour essayer un peu de donner un peu plus de visibilité sur le potentiel en matière de sous-traitance pour que les investisseurs puissent développer des activités qui vont se greffer à ce gigantesque marché qui s'offre à eux. D'accord. Dernière question, messieurs. Elle concerne le pacte de gouvernance. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un pacte de gouvernance à la place d'un pacte de croissance? C'est-à-dire bâtir ensemble le pacte de croissance, ça démarre déjà par un pacte de gouvernance où ceux qui sont dans la prise de décision doivent être sur la même longueur d'onde. Gérard Lambré. Je crois tout à fait à ce que vous affirmez. Bon, il y a déjà beaucoup de réflexions, le groupe CARE, etc., qui travaille sur la gouvernance. C'est un vrai problème. La structure des entreprises algériennes est assez ancestrale dans beaucoup de domaines, avec une structure purement familiale, des recrutements qui ne reposent pas sur les compétences, mais sur un environnement proche. Il y a déjà des entreprises, je pense à une entreprise Assetif, qui est, à mon avis, la seule que je connaisse, qui a réussi à séparer le capital et l'opérationnel, avec un conseil de surveillance où on retrouve tous les gens de la famille, et un directoire où il y a des opérationnels recrutés sur leurs compétences. Et donc, ça crée des conditions favorables à une bonne gouvernance. Parce que moi, j'ai fait des missions de conseil dans des entreprises où on travaille avec le gérant qui est ouvert, et puis il y a le propriétaire qui passe derrière et qui dit non, il faut faire comme ça parce que c'est moi le patron. Donc, vous parlez des entreprises familiales en l'occurrence. Oui, enfin celle-ci, elle n'était pas
typiquement familiale. Elle appartenait à quelqu'un, mais il n'y avait pas les frères, les cousins. Il y avait un gérant. Mais il n'y a pas. Il faut instaurer la bonne gouvernance. Et effectivement, on est très loin aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Il y en a déjà qui s'y sont mis, mais les entreprises algériennes ne fonctionnent pas pour l'instant à des standards normaux de fonctionnement d'une entreprise. Judy Marabat. Bon, votre question me pousse à... Je crois que les éléments de la gouvernance, c'est 1, la primauté du droit, 2, c'est la lisibilité, l'efficacité et l'efficience, la transparence, et tout ça sont des éléments qui constituent la gouvernance. Maintenant, le reste, c'est des questions qui restent posées, parce que, au fait, vous n'avez pas de base de données, vous n'avez pas de lisibilité sur le tout, et après, il y a des questions, et on mélange tout dans la gouvernance. Maintenant, est-ce qu'il faut un pacte de bonne gouvernance? Je crois qu'il y a des mesures qu'il faut mettre sur place, qu'il faut appliquer, et comme j'avais dit tout à l'heure, quand on libère, quand on modernise, parce que les outils de modernité sont des éléments qui font partie de la démocratie, donc qui plaident en faveur de la gouvernance, et quand on démocratise, je crois qu'on peut arriver à être transparent et pouvoir évidemment avoir des thermocouples, des capteurs partout pour mesurer le degré d'évolution et de lisibilité de tout un chacun, de toute institution et de toute équipe qui travaille et ceux qui ne travaillent pas, et voilà. C'est ça, et je crois que l'une des difficultés aujourd'hui de notre pays, c'est à ce niveau-là, et ça concerne un peu tous les niveaux, y compris l'université. Reda Allel, je vous donne la parole, et justement pour conclure. Oui, je ne crois pas que donc on peut parler d'un pacte de bonne gouvernance qui substituerait le pacte de croissance, mais bien au contraire, donc la bonne gouvernance est une condition indéniable pour la réussite du pacte de croissance. C'est une thématique assez transversale, et donc je salue au passage les efforts consentis par le collectif Nebni, qui a pas mal mis l'accent sur ce concept et sur la nécessité d'instaurer ce climat de bonne gouvernance. Il y a aussi l'Institut Hawkam al-Jazair qui a été installé il y a quelques années et qui travaille sur le développement de ces concepts à travers et les institutions gouvernementales et les institutions économiques. Donc on ne peut pas réussir ce pacte de croissance économique si on n'adhère pas à cette charte de bonne gouvernance en mettant en place un climat sain des affaires et une bonne gouvernance de nos institutions, qu'elles soient gouvernementales ou économiques. Merci Reda Allel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes le directeur de la CCI de Mostaganem, la Chambre de commerce et d'industrie du Dahra, et vous étiez pendant toute l'heure avec nous en direct, en duplex depuis Oran. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Judy Marabat, merci, vous êtes professeur, ex-recteur de l'université de Bdjaïa, et Gérard Lambré, vous êtes directeur général de Sociad, vous faites dans la formation et le conseil en entreprise, et vous éditez aussi un magazine que voici, que voilà. Il s'appelle le BIP, vous avez ramené les 2 derniers exemplaires. Alors le dernier justement, il consacre le numéro au métier de l'hydraulique. Ça apparaît, non plutôt celui-là, c'est concernant les étudiants. Le hic étudiant angoissé, bûcheur et fêtard. C'est un numéro qui est gratuit, enfin. Et puis vous avez bien sûr l'autre numéro consacré au métier de l'hydraulique. Et c'est également gratuit, des interviews de chefs d'entreprise, des analyses aussi. Vous pouvez en dire 2 mots sur votre magazine? Alors, le BIP magazine est le plus ancien, donc c'est le magazine du conseil et de la formation, où justement on essaye de montrer ce qui marche bien en Algérie, donc c'est positif, de montrer que c'est possible. Donc chaque mois il y a un métier, un thème, et l'autre est de supplément étudiant, c'est le premier numéro, où là on essaye justement de se rapprocher aussi du monde étudiant, et avec une volonté, c'est que
les entreprises puissent aussi se présenter aux étudiants, parce que je crois qu'il faut donner envie aux étudiants d'aller vers l'entreprise. Donc on a pris une formule un peu plus ludique et un peu plus décontractée que l'autre qui est assez technique. Mais voilà, le but c'est d'essayer de faire passer des idées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente suite des programmes et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci.